Mesdames et messieurs, bonsoir. Merci de votre fidélité à la télévision nationale. Bienvenue dans cette édition. Dans le sommaire, à la une, journée mondiale de l'albinisme, nous allons vous faire découvrir ce soir la Miss Albi 2019. Avec son teint éclatant qui illumine sa beauté, Miss Aïssatou investit toute son énergie pour la protection de sa peau. Violence domestique, une jeune fille voit sa vie tourner au cauchemar accusée de vol. Elle a été repassée au fer par son employeur. L'affaire est portée au service de protection des personnes vulnérables. Et puis nous irons à Fangye dans la sous-préfecture de Maferenya pour découvrir la zone industrielle pilote en aménagement. Le projet coûte environ 30 millions de dollars américains. Voilà pour le sommaire encore. Bienvenue à tous. Nous sommes le 13 juin et c'est la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Cette célébration se fixe pour objectif d'attirer l'attention des décideurs et de la société sur les violences faites aux personnes atteintes d'albinisme. C'est surtout une occasion de jeter le regard sur le respect de leurs droits. Reportage Abdoulaye Diallo. Depuis l'année dernière, un projet de loi portant sur la promotion et protection des albinos est sur la table des députés pour examen et adoption. Aujourd'hui, ce sont des milliers d'enfants qui sont atteints d'albinisme. Cette situation les fragilise et les met face à des épreuves dures de la vie. Nous avons écouté et nous sommes toujours à l'écoute des organisations de la société civile évoluant dans le domaine de la défense des droits des personnes atteintes d'albinisme. On les a écoutés, ils ont posé leurs problèmes qui sont d'ordre général. Eux-mêmes, ils sont conscients que le département est en train de se battre pour l'adoption de cette loi. Une fois cette loi adoptée et mise en œuvre, on trouvera des solutions adéquates aux problèmes liés aux droits des personnes atteintes d'albinisme. Nous savons que vous n'êtes pas des personnes handicapées, mais vous êtes des personnes très vulnérables. Parce que dans la nature, on vit dans la nature. Et notre pays, il fait chaud. Vous avez besoin de protection, vous avez besoin d'appui afin que vous puissiez conserver votre santé. Donc nous œuvrons pour vous aider. Et nous allons tout faire pour que cette loi la passe. Intervenue en pleine période de Covid-19, la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme est aussi une opportunité pour cette couche vulnérable de s'informer de l'exposition solaire, ennemi numéro 1 des personnes atteintes d'albinisme. Ici, ce sont des albinos qui parlent aux albinos. Avec leur peau, ils comptent briller de mille feux. D'où le thème de cette année, fait pour briller. Ils aspirent désormais à être des étoiles filantes au sein de la société. Alors cette journée vraiment est une journée de joie, de plus d'opportunités pour nous de faire passer un message de sensibilisation à l'endroit des parents pour qu'ils prennent en charge la situation de leurs enfants, et les protéger surtout contre les rayons solaires, mais aussi les mettre à l'école pour une éducation pure et simple, vraiment très efficace. Nous avons assez de nos frères et sœurs qui sont atteints de cancer, qui ne savent même pas qu'ils sont atteints de cancer, par faute de consultation dermatologique. Mais aussi, il y a aussi des problèmes ophtalmologiques que certains en ont. Il faut vraiment faire des consultations ophtalmologiques pour pouvoir vraiment dénicher les problèmes au niveau des yeux des personnes atteintes d'albinisme. Mais plus loin, nos frères et sœurs, beaucoup ont fini les études, ils sont diplômés, ils sont sans emploi. Ils sont sans emploi et pourtant vraiment ils ont des potentialités qu'ils peuvent vraiment mettre à disposition de la fonction publique, mais aussi des sociétés privées. Outre la sensibilisation, des kits sanitaires et denrées alimentaires accompagnés de crèmes solaires sont distribués à ces personnes manquant de mélanine. Cette phase de sensibilisation va se poursuivre dans d'autres quartiers de Conakry et villes de l'intérieur du pays. L'enjeu est de lutter considérablement contre la mendicité sur les artères publiques. C'était donc un reportage d'Abdoulaye Diallo rendu par Alpha Issiagaba. Et puis, parlant de personnes atteintes d'albinisme, ce soir, nous allons vous faire découvrir une beauté. Son nom est Aïssatou Diallo. Elle a été élue Miss Albi Beauté 2019 avec un teint éclatant. Vous allez le voir. Aïssatou a pour secret de se protéger des rayons solaires. De se protéger des rayons solaires et pour ce faire, elle couvre sa peau et utilise des crèmes solaires adaptées à celle-ci. Makame Donzo nous entraîne dans l'univers de la Miss Albi. Suivez.
Une beauté satanée, un visage luisant, porté par une taille élancée, Aïssatou Djoumou Diallo laisse personne indifférent. Par son intelligence et son sens d'analyse élevé, Djoumou a réussi à décrocher la couronne Miss Albinos 2019. Âgée de 19 ans, Aïssatou a toujours été soutenue par ses parents. Elle veille particulièrement sur la protection de son corps fragilisé par la nature. Je me protège contre les rayons solaires. En sortant, soit mettre des crèmes solaires sur la peau ou porter des vêtements manches longues. Le cancer de peau est l'ennemi principal des personnes atteintes d'albinisme. Les tumeurs surviennent généralement sur ceux qui n'ont pas accès aux soins médicaux. La prévention des lésions précancéreuses est loin d'être gagnée en Guinée. Selon ce dermatologue, le traitement est coûteux et mesquin. Souvent, quand il y a exposition au soleil, ça entraîne d'abord des lésions qu'on appelle des lésions précancéreuses. Le cancer ne vient pas immédiatement. Ces lésions précancéreuses peuvent être par exemple des kératoses actiniques. Donc cette kératose actinique, ce sont des petites lésions kératosiques qui sont dures, qui apparaissent qui donnent une sensation râpeuse à la peau lorsque vous touchez. Si cette kératose n'est pas traitée à temps, ça se transforme en cancer. Le traitement est aussi efficace quand il est fait précocement. Alors quand on va plus tôt, on peut faire ce qu'on appelle une exérèse chirurgicale. Parce qu'il ne s'agit pas d'enlever et de laisser comme ça. Il faut se rassurer qu'on a enlevé entièrement. Parce que si ce n'est pas entièrement enlevé, la lésion peut récidiver. Et quand il y a plusieurs récidives, parfois le traitement devient très compliqué. Les albinos ont une peau tellement sensible que l'entretien et la prise d'un bon nombre de précautions afin de ne pas l'endommager est nécessaire. Cette sensibilité, causée par le manque de pigments appelé mélanine, caractérise l'albinisme, ce qui rend la peau, les cheveux et les yeux plus vulnérables que les autres. Mais Aïssatou Djoumou a échappé à tout piège. J'ai eu des difficultés surtout visuelles, parce qu'avec la vision et tout, l'environnement n'était pas un peu favorable, les profs ils comprenaient pas. Et vu que j'avais de la taille, on me mettait souvent derrière. Et quand je dis monsieur, je vois pas bien, il tenait pas trop compte et tout. Du coup, j'étais obligée soit de copier chez mes amis là. Même ça, c'était un peu compliqué. Des fois même, je restais carrément sans écrire, surtout au primaire parce que là-bas, on dicte pas et tout pendant les compositions. D'ailleurs, c'est ce qui fait que j'ai perdu la base en mathématiques. Parce qu'à la place d'un plus, je peux voir du moins. Donc carrément je rate l'opération. Pendant les compositions et tout, j'étais obligée de dire à mes voisins de recopier le sujet intégralement pour que je puisse... Mais plus tard, quand je suis venue au collège avec les téléphones Android et tout, ça m'arrangeait parce que là, même quand je suis derrière, je prends le téléphone dans la caméra, soit je photographie, après j'écris comme ça, ou je zoome en fait. Là, donc, ça me mettait plus à l'aise. En plus, on commençait à dicter les leçons. Donc, du côté visuel, ça m'arrangeait un peu. Quand j'étais aussi au primaire, il y avait aussi les railleries d'enfants. Parce que, bon, là-bas, on ne se sait pas trop. Et puis, sauf que j'étais un peu trop canaille. Parce que dès qu'on me voit dans les rues, c'est fille ou poli. Et puis, il y en a qui se crachaient dessus. Mais franchement, j'étais tellement turbulente. Quand tu me vois, tu fuis. Ah là, t'es mort. Parce que je vais te suivre jusque... Non, il faut que quelqu'un t'attrape, qu'on te dise, bon, ok, excuse-toi, mademoiselle, laissez-la tranquille. Aïssatou prépare pour le moment le baccalauréat unique, mais elle rêve d'aller loin pour forcer le destin. C'est de réduire, parce que je ne peux pas dire complètement freiner, de réduire les abus liés à l'albinisme. Là, c'est inclus physique comme moraux. Quand je dis physique, un peu la protection solaire. Le but, c'est de sensibiliser les parents d'albinos, les environnants, sur les enjeux liés à l'albinisme, savoir qui ils sont vraiment, comment s'adapter avec eux pour qu'ils aient un environnement favorable qui leur permettra au moins de réussir leur vie dans le futur. Parce que, en fait, tout s'apprend à bas âge. Depuis bas âge, si vous apprenez à votre enfant qu'il est inférieur, qu'il doit être à côté, il grandira comme ça, ça ne va jamais changer. Donc l'insertion sociale en fait, familiale, et surtout la scolarisation, de dire aux parents que leurs enfants peuvent étudier, ils peuvent devenir des futurs cadres, ils peuvent devenir des cadres dans ce pays, ils peuvent diriger, ils peuvent se faire de l'argent. Plus que ce qu'ils peuvent gagner dans les rues là-bas, ça ne les arrange pas. Parce que généralement, quand on a un albinos, les gens aiment beaucoup leur donner des sacrifices, du coup, il y en a qui en font des marchés. Être albinos n'est pas une fatalité.
Selon les ONG locales, 1113 personnes atteintes d'albinisme sont recensées dans notre pays. C'est pourquoi cette année, les personnes atteintes d'albinisme véhiculent un message de confiance en soi. Faites pour briller est le thème de la journée internationale de sensibilisation à l'albinisme. Merci Makeme Donzo pour ce reportage, ce qui nous amène à cet autre sujet sensible, violence domestique. Une scène terrifiante, voire même horrible, vient de se produire à Sangoya, en banlieue de Conakry. C'est l'histoire d'une jeune fille de ménage repassée au fer. Oui, vous avez bien entendu, on l'a repassée au fer. Son employeur serait à l'origine de cet acte ignoble. Mohamed Seyar Souma Al-Gassimba. C'est l'histoire d'une employée domestique victime de torture. L'affaire est déclenchée par le syndicat national des employés de maisons de Guinée. Après 2 jours d'enquête, retour sur les faits. Son employeur l'a accusée de vol. Et la même dame, quand elle a soupçonné qu'elle a été volée, elle dit que c'est sa bonne. Elle a appelé un jeune de son quartier qui est son voisin. Ce dernier est venu attacher les mains de la fille derrière, attacher ses pieds, l'a bastonné très bien et puis il a branché un fer. Elle a repassé le pied de la fille à plusieurs reprises. La victime, âgée de 20 ans à peine, est alors conduite chez le médecin légiste. La consultation est automatique. Le rapport médico-légal indique des dommages corporels. C'est une brûlure à l'aide d'un fer à repasser et sur ses membres inférieurs, sur une surface estimée à près de 18%, donc une brûlure du premier degré. Donc avec des attaches au niveau des 2 coudes et des membres inférieurs. Donc il s'agit très bien d'une violence. Il n'y a pas de risque majeur sur l'évolution de ces lésions. Donc, mais à condition qu'elle soit prise en charge dans un service de brûlure et de soins, car c'est des lésions importantes et très étendues. Ces éléments d'information sont parvenus à la brigade spéciale de protection des personnes vulnérables. Un dossier qui présente bien des caractères inédits. Aujourd'hui, on a toutes les preuves avec un rapport médico-légal, une ITT de 25 jours, c'est-à-dire une capacité temporaire de travail. Donc au jour d'aujourd'hui, c'est moi en tant qu'officier de police judiciaire, c'est ma toute première fois de travailler sur une enquête de torture, parce que ça, ça sort carrément dans le cas des CBV. Nous sommes en face d'une torture pure et dure. Donc aujourd'hui, sa patronne déjà est interpellée, elle est dans nos locaux. Et le complice principal, c'est-à-dire le jeune qui a passé à l'acte, parce qu'après l'audition de sa patronne, elle a avoué que ce n'est pas elle qui a passé à l'acte, mais plutôt, elle s'est fait assister par un jeune, c'est-à-dire un voisin. À quand ce présumé complice de torture va être épinglé? C'est la grosse interrogation du moment en attendant le transfert du dossier au parquet. À propos, la Journée internationale des Nations Unies pour le soutien aux victimes de la torture est prévue le 26 juin prochain. D'ailleurs, ça sera une opportunité pour donner plus de chance à la conduite de la présente affaire de torture. Et ce chiffre du jour, 30 millions de dollars, c'est le montant obtenu pour l'aménagement d'une zone industrielle pilote dans le district de Fanyé, sous-préfecture de Maferaya. C'est le fruit d'un accord de presse signé en février dernier par le ministère de l'Industrie. Abdul Karim Kamara, reportage. C'est une rencontre d'échange. Elle regroupe un certain nombre de spécialistes en identification biométrique. Ils viennent apporter leur expertise dans la gestion du système central du projet Wouri afin de faciliter l'opération de recensement et d'identification des populations. Un projet comme celui-ci, comme je l'ai démontré, est un projet sur lequel nous faisons la phase pilote. Et qui dit phase pilote ici, dit lever tout le challenge technologique qui doit être lié à la mise en œuvre d'un tel programme. Par conséquent, avant d'aller enregistrer plus de 12 millions de Guinéens, 12 millions de résidents en Guinée et des Guinéens de l'étranger, nous avons commencé par cette phase pilote qui aura pour objectif d'enrôler 4000 personnes. Je dis bien 4000 personnes sur l'ensemble du territoire national. Cet enrôlement nous permettra de savoir que la solution qui a été développée est une solution fiable
robuste, sécurisée. La deuxième phase de ce projet portera sur l'enrôlement de toute la population. Je tiens à souligner, un citoyen qui n'est pas identifié est un citoyen invisible. Et le but de ce programme, c'est rendre les invisibles visibles. Ce pool d'ingénieurs guinéens est recruté sur la base des procédures de sélection des consultants initiées par la Banque mondiale sous l'approbation de la primature. On a beaucoup de systèmes biométriques, mais tous ces systèmes sont des systèmes qui visent une certaine catégorie de la population guinéenne. Si vous prenez, je pense au niveau de l'ANIES, il y a beaucoup de projets de biométrie, vous avez raison. La particularité du projet Wouri, c'est le système central. C'est en lui que vont se greffer tous les autres systèmes. On a aujourd'hui des systèmes au niveau des passeports. On sait que ce n'est pas tous les Guinéens qui détiennent un passeport ou qui ont envie d'avoir un passeport, mais le système Wouri va aller chercher tout le monde. Et ça va être un système complètement gratuit. C'est ouvert à tout le monde. La particularité de ce système est qu'il est bâti par les Guinéens, qui désormais ont une expertise solide pour développer cette nouvelle plateforme qui permet d'enregistrer 4000 résidents et leur délivrer un identifiant unique. La communication va être un élément fondamental de facteur de succès de notre projet, parce que c'est un projet qui est lié à l'homme en tant qu'individu. Personne ici ne pourra représenter un autre individu, parce que le but, c'est d'avoir des éléments biométriques qui vont authentifier l'identité de chacun. Puisque c'est un projet sous-régional, ça permettra à chacun, dans tout l'espace CEDEAO, de pouvoir bénéficier des mêmes services, partout où ils se trouvent. Grâce à la démocratisation de l'Internet et de la téléphonie, ce mécanisme créateur d'emplois permettra aux acteurs impliqués dans ce processus de distinguer tous les Guinéens, quelle que soit leur résidence et à moindre coût. Vous avez dû le corriger par vous-même. C'était plutôt un reportage des jeunes qui s'intéressent au projet Wouri. Nous allons donc revenir sur ce reportage et ce chiffre du jour, 31 millions de dollars. C'est le montant obtenu pour l'aménagement d'une zone industrielle pilote dans le district de Fanyé, sous-préfecture de Maferaya. C'est le fruit d'un accord de presse signé en février dernier par le ministère de l'Industrie. Abdul Karim Kamara. C'est une course contre la montre engagée par l'État depuis 5 ans afin de sécuriser et aménager ces nouvelles zones industrielles. Ce sont les sites de Masaya à Dubreka, Kouria avec 272 hectares dans la préfecture de Koya et Fanyé à Forekaria. Ce troisième site, situé dans la sous-préfecture de Maferaya, est de 30 hectares. Il y est prévu l'implantation d'une zone industrielle pilote. Un financement est trouvé pour sa viabilisation et son aménagement. C'est un accord de prêt de 28 millions de dollars conclu avec la Banque arabe pour le développement économique en Afrique, BADEA. Le projet d'aménagement est prêt, il est monté. Le financement, l'accord de prêt a été signé, donc le financement est obtenu pour une enveloppe de 28 millions de dollars de prêt. Et étant entendu que le coût total du projet est de 31 500 000 dollars, ce qui signifie que les 3 500 000 dollars de reliquats seront apportés par le budget national de développement. Et ça, je précise, grâce à l'implication personnelle du président de la République, le professeur Alpha Condé. À ce jour, le titre foncier du domaine est transféré au nom de l'Agence d'aménagement et de gestion des parcs industriels AGESPI. Le génie militaire, lui, est en charge d'ouvrir les voies, d'entourer le parc d'une ceinture de sécurité et la construction des postes de surveillance. Une initiative du gouvernement saluée et accompagnée par les populations de Fanyé. Ce qui arrive là, c'est important pour la jeunesse. Le développement ne se fait pas sans la mise en place de ces œuvres pareilles. Donc même s'ils ont besoin de tout Fanyé, on les livre. On leur donne. Parce que ce qui se fait, ça va à l'avantage de la jeunesse. Ce terrain-là n'appartient pas à Paul et à Pierre, mais ça appartient à la communauté. Ainsi dit, pour une activité de telle ampleur, il y a une utilité quand même de passer la main à l'État. L'unité d'exécution du projet est également placée au sein de l'AGESPI.
L'assistance technique des travaux d'aménagement est confiée à la société marocaine Medz. À la fin des travaux, plus de 80 petites, moyennes et grandes entreprises seront installées sur le site avec la création de 4 à 5 000 emplois directs et indirects. Développement à la base, la commune rurale de Kamfarandé d'Amboké vient de bénéficier de plus de 2 milliards de francs guinéens à travers le Fonds de développement économique local, FODEL, une initiative présidentielle pour accompagner les groupements de femmes et jeunes porteurs de projets. Younissa Tawel Kamara. À l'image des autres communes de la préfecture de Boké, la commune rurale de Kamfarandé a également bénéficié de l'argent du FODEL, Fonds de développement économique local. Le montant s'élève à plus de 2 milliards de francs guinéens. L'argent va servir à la reconstruction de la route Boké-Kamfarandé. Il devrait appuyer aussi les groupements de femmes et jeunes dans leurs activités génératrices de revenus. Les autorités communales, après avoir recensé les différents groupements évoluant dans l'agriculture et la pêche, procèdent à la remise officielle des équipements aux bénéficiaires. Au jour d'aujourd'hui, Kamfarandé a reçu 2 milliards 900 millions 455 230 francs dans l'argent de FODEL, dont les jeunes ont 20%, les femmes 20%. On a fait au moins 12 groupements de pêche d'ici jusqu'à Ilkatra, dont 8 au centre. On a un port, donc le port sommet, ça ne travaille pas. Grâce au poisson, aujourd'hui, le port a trouvé ses heures. Tous les groupements, tous les 8 groupements vont fonctionner au port de Kamfarandé pour au moins soulager la population. La commune a passé avec le comité de suivi à la mise en place d'un dalo qui va servir le point de passage entre Kamfarandé et Boké et un radier sur l'arbre de Kamfarandé et Boké. Nous avons également passé à un district, le district de Kabigné, qui est beaucoup enclavé, la construction d'une école primaire. La pêche et l'agriculture constituent les principales activités de population de la commune rurale de Kamfarandé et ses districts. C'est pourquoi l'arrivée de ces barques motorisées et les machines de tuvage obtenues grâce au FODEL, Fonds du développement économique local, est vivement saluée par les paysans. Alhamdulillah rabbil alamin. Kono to ya su ba modernisé. C'est-à-dire singira no ya su ma belgana lala. Nous remercions le bon Dieu. Autrefois, on utilisait les petites pirogues pour la pêche. Aujourd'hui, avec ces barques motorisées et d'autres équipements offerts par le gouvernement à travers FODEL, nous pourrons maintenant exercer notre activité sans trop de difficultés. Aujourd'hui, je suis très contente. Ça fait longtemps on n'a pas bénéficié d'un tel montant. Nous saluons l'initiative du président qui veut accompagner les femmes de Kamfarandé. Ces différents projets communautaires sur le financement du FODEL, une fois achevés, vont contribuer efficacement au développement socio-économique de la commune rurale de Kamfarandé, autrefois connue sous le nom de Victoria. L'initiative présidentielle dans le secteur de la pisciculture fait du chemin en région forestière. Une mission de distribution des alevins aux producteurs vient de boucler les étapes de Beila et Massanta. Sur place, la mission a procédé à l'empoisonnement de plusieurs mares répertoriées dans ces localités. Lancé Kamisoke. Piloté par l'Agence nationale de l'aquaculture, l'empoisonnement des eaux s'intensifie dans l'arrière-pays. Des érécorés à Kwankan, en passant par Senko, des milliers de tilapias, de térotis et de silures ont été distribués aux pisciculteurs. C'est une initiative présidentielle visant à lutter contre la sous-alimentation et la pauvreté dans le monde rural. C'est juste pour accompagner l'initiative du président, le professeur Alpha Condé, que dans le programme de projet PIDEC, nous sommes là pour accompagner les pisciculteurs dans l'empoisonnement de leur étang en
produits halieutiques. Le but de l'ECHRC, c'est lutter contre l'insécurité alimentaire, d'apporter la protéine animale pour la communauté rurale, afin de lutter contre l'insécurité alimentaire. Dans la préfecture de Beila, les pisciculteurs sont organisés en des groupements. Les membres caressent déjà le rêve des futurs grands producteurs de poissons de qualité. Nous sommes engagés, ça fait longtemps. Maintenant, c'est des défis, c'est des éléments qui nous ont manqué, la sémence. Maintenant qu'on a la sémence, on vous donne l'assurance que nous pouvons faire mieux. Nous allons nous sacrifier pour le meilleur développement de l'agriculture dans Senko et son nord. Le président Alpha Condé a eu l'initiative de nous accompagner, comme il fait pour les autres producteurs. Nous devons sauvegarder ça et l'accompagner. En quoi faisant? En prenant soin de faire multiplier et donner à tout le monde. Qu'on cesse de manger le poisson de Conakry parce que c'est loin. Si nous-mêmes nous produisons, on consomme et on en vend pour mettre nos enfants à l'école. Depuis 2017, le président de la République a lancé cette initiative d'accompagnement des riziculteurs avec des espèces variées d'alevins importées du Brésil. Aujourd'hui, le projet touche toutes les régions du pays. Les grandes pluies s'annoncent à Conakry et c'est le lieu de libérer les canaux d'évacuation des eaux de ruissellement. L'opération est enclenchée par le ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire. Plus de 150 canaux sont concernés par cette vaste opération entamée par le quartier d'Abondi dans la commune de Matoto. Saint-Martin Fansinadouno signe ce reportage. À travers la ville de Conakry, 150 points critiques sont identifiés par les techniciens de l'habitat et les élus locaux. Ce sont les passages d'eau illégalement occupés par les riverains. Des constructions anarchiques ont obstrué l'itinéraire des eaux pluviales. Ce week-end, les autorités du ministère de la Ville et de l'Aménagement du Territoire ont déployé un impressionnant dispositif logistique et technique pour libérer ces canaux. Un canal méconnaissable aujourd'hui par le fait des bâtis temporaires érigés des deux côtés. C'est dans le quartier d'Abondi. Cette partie était un passage de l'eau que ma population a occupé. Illégalement, il y a eu une fillette qui est décédée. Elle a été raclée par l'eau et l'eau l'a envoyée jusqu'en bas. Mais aujourd'hui, c'est une occasion opportune pour que vraiment l'État intervienne afin de vraiment créer les conditions pour la population. Après Dabondi, dans la commune de Matoto, la machine de génie militaire s'est fait entendre à Ratoma au pont de Kobaya. Ici, cet ouvrage de franchissement est bouché par les ordures de tout type, désorientant complètement le lit principal. C'est la politique du chef de l'État. C'est le président de la République qui nous instruit, faire en sorte que cette situation soit prise en compte pour qu'en période de pluie, les populations ne connaissent pas les situations dramatiques. Très souvent, c'est les gens qui construisent, qui barrent la route, des gens qui construisent, qui créent des conditions pour empêcher la circulation de l'eau et qui créent naturellement des inondations dans les différentes familles. Associés à cette action, depuis l'identification des différents canaux d'écoulement des eaux de pluie, les autorités du gouvernorat et les élus locaux de Conakry exhortent leur population à une collaboration franche avec les services techniques du secteur de l'habitat et de l'aménagement du territoire. Pour le moment, tout se passe sans heurts. C'est une initiative que nous saluons énormément parce que nous enregistrons chaque année des inondations qui causent des dégâts très importants. Vous comprendrez que si l'eau, son passage est bloqué, l'eau ne peut pas passer et va faire des dégâts. C'est pourquoi cette affaire de déguerpissement des points critiques devient affaire de tout le monde et chacun doit s'y mettre. Cette année, l'opération coïncide avec le coronavirus. Pour les autorités publiques, les efforts doivent être conjugués pour mettre les populations à l'abri des inondations et d'autres maladies diarrhéiques dues à l'insalubrité. Le chef d'état-major de l'armée de terre était hier au rassemblement général de Camp Alpha Yaya Diallo. Face à la troupe, le général a livré des messages allant dans le sens du patriotisme et de la défense de l'intégrité territoriale. Le lieutenant Fodé Aboubakar Bangora, correspondant de la presse militaire. C'est un message instructif que le chef d'état-major de l'armée de terre a livré à la troupe au grand rassemblement de ce vendredi au bataillon spécial de Conakry, BSC. Ce message vise à rappeler le sens du devoir patriotique aux militaires. Le rôle des services de défense et de sécurité est central. N'oubliez pas que c'est grâce à la démocratie qu'on est parvenu à tout ça. C'est aussi grâce à vous
que cette démocratie a vu le jour ici dans notre pays. Vous êtes les garants de cette démocratie. Encore, vous êtes les défenseurs des institutions démocratiques. Vous avez la mission de sauvegarder l'intégrité de ce territoire, mais aussi la mission de protection de la population et de ses biens. Concernant l'amélioration des conditions de travail et de vie des militaires, le général de brigade Mohamed Djani revient sur quelques acquis. Les conditions de travail et de logement, les véhicules, les infrastructures militaires à l'intérieur du pays, tout ça, c'est dans le cadre de la réforme. Comme vous avez vu, il y a des camps qui ont été construits. Après, on continue à construire aussi. Après, au camp Al-Faya ici, il y a un programme. Les ordres ont été donnés pour que tous les bâtiments qui sont là soient achevés, pour vous permettre de vivre décemment. Parce qu'il faut veiller aussi sur les bonnes conditions de vie des hommes. Quand vous partez aujourd'hui dans les PA à la frontière, beaucoup ont gagné des motos. Parce qu'il y a des lieux qui sont difficiles d'accès, surtout pendant la saison de pluie. Les véhicules ne peuvent pas partir là-bas. Il ne faut pas oublier qu'il y a aussi les autres secteurs, les routes, l'électrification, les écoles, les services de santé. Chaque pays va à son rythme en fonction de ses moyens. Les logements sociaux, les hôpitaux militaires sont quelques grands chantiers que l'état-major général des armées compte achever, comme pour dire que la réforme du secteur de défense suit son processus normal. Lutte contre la pandémie de Covid-19, une dizaine de véhicules viennent d'être arraisonnés alors qu'ils se rendaient à l'intérieur du pays, violant ainsi la décision gouvernementale selon laquelle tout conducteur d'engin roulant voulant sortir de Conakry devrait être soumis au test de dépistage au Covid-19. Commandant Morikaba. Les mouvements de Conakry vers l'intérieur du pays sont interdits par les autorités en cette période de pandémie, ce pour éviter la propagation du virus à grande échelle. Cependant, des allers et retours sont constatés de la capitale vers le pays profond. Les syndicats des transporteurs avaient pourtant rassuré de la fermeture de toutes les gares routières. Les chauffeurs avaient donc été invités à faire leur dépistage avant tout mouvement. Ces véhicules sont arraisonnés pour violation des règles édictées par l'Agence nationale de sécurité sanitaire dans la lutte contre le coronavirus. Aucun véhicule ne doit sortir qui n'a pas passé le certificat des tests de Covid. Donc cela nous a amené à arraisonner 11 véhicules avec les passagers à bord et les bagages. Ceux qui sont partis en violation des instructions données par l'autorité. On nous a dit, celui qui a l'attestation, le certificat de sanitaire, les négatifs, il sort. Celui qui n'a pas, on le fait garer. Donc tous ceux qui sont là, ils n'en ont pas. Donc ils doivent aller faire le test. Après le test, ils envoient le papier. Quand ils envoient le document, il n'y a pas à verbaliser, il n'y a rien à faire, on le libère. Les syndicats persistent que les gares routières sont bel et bien fermées. Les chauffeurs utiliseraient des techniques pour embarquer passagers et marchandises. Les chauffeurs, eux, parlent plutôt d'un manque d'informations. Il y a certains, et quand ils les demandent tous, ils vont dire qu'ils ne sont pas informés. Et pourtant, les réunions qu'on avait faites, c'était mardi. Ça trouvait qu'ils ont fait de départ à Zéro-Corée. Et ça trouvait qu'on a fait une assemblée générale d'insister encore au-dessus, d'informer tout le monde. Celui qui n'a pas fait de test, qui n'a pas son papier, il ne peut pas prendre un véhicule pour sortir. Il faut que tu viennes d'abord, on te fait des tests, tu as tes papiers, maintenant tu prends le bagage, tu vas. On n'était pas bien informés. Et nous aussi, on fera tout possible de faire passer les informations de nos amis qui sont à Zéro-Corée et pour prendre le courage de faire leurs tests avant de venir. Si c'est là ou bien si c'est Zéro-Corée, pour qu'on doit le pouvoir pour battre cette Covid-19. Le ministère de la Sécurité et de la Protection civile entend bien jouer son rôle dans la lutte contre le Covid-19. À cet effet, des contrôles seront établis pour rendre effectif le dépistage des chauffeurs qui circulent entre Conakry et l'intérieur du pays. Stop Covid-19 en 60 jours, mobilisons-nous. C'est une nouvelle stratégie en marche déjà depuis 6 jours. L'enjeu principal est de mettre fin aux infections communautaires. Une campagne lancée par l'ANSS et soutenue par les partenaires au développement. C'est le cas de la GIZ qui vient d'offrir 10 000 masques de protection à l'ANSS. Reportage signé Mamadi Terda Kamisekou. Oui. Mettre fin aux infections communautaires les 60 jours à venir est le défi que se fixe l'Agence nationale de sécurité sanitaire depuis 6 jours maintenant.
Une stratégie qui ne peut aboutir qu'avec le concours de l'ensemble des populations guinéennes. Déjà, les partenaires du pays sont mobilisés pour la cause. En appui au programme Stop Covid en 60 jours, la coopération allemande à travers GIZ met 10 000 masques à la disposition des autorités sanitaires. Le don est destiné aux foyers affectés qui suivent actuellement la période d'isolement volontaire de 14 jours. Ces masques seront destinés à la population dans les zones les plus touchées, à la sensibilisation qui va être faite sur le terrain et qui va être couplée à cette distribution des masques, mais aussi d'autres kits sanitaires. Nous avons opté pour les masques lavables et recyclables parce que c'est ce qui est recommandé pour le grand public, voilà, que ce soit par l'ANSS, mais aussi par les partenaires techniques et financiers, pour permettre à chaque Guinéen d'avoir un masque qui puisse le protéger. Mais à Conakry, comme dans plusieurs villes de l'intérieur du pays, le port de masque, qui est l'une des mesures efficaces de protection contre le Covid-19, souffre dans son application. Profitant de cette remise de cache-nez, le directeur général de l'ANSS interpelle les plus réticents. Le port des masques peut nous éviter à plus de 85% de contracter cette maladie. Donc, à travers ce geste, je réitère un appel ardent vis-à-vis de la population guinéenne qui commence à relâcher le port. La maladie Covid n'est pas partie. De tous les jours, on a plus de 50 nouveaux cas. Aujourd'hui, c'est le tour de ton parent, demain, ça peut être ton tour. Si tu es pressé pour aller faire tes affaires, pour avoir tes revenus, si le Covid te prend, tu seras immobilisé au moins pendant un mois. Donc, pour éviter d'être immobilisé, même de contaminer ta famille, il faut porter les bavettes, laver tes mains pour éviter la maladie. Vaut mieux éviter la maladie que se permettre à courir derrière la guérison. L'évolution actuelle de la courbe de la pandémie fait espérer plus d'un Guinéen quant à la maîtrise rapide du coronavirus. Le taux de contamination continue de baisser alors que la capacité de test a fortement augmenté. Elle passe de moins de 500 à près de 1000 par jour. À présent, place à la rubrique Monde en bref qui nous conduit au Sénégal où les éleveurs sont pris au piège du coronavirus. Les mesures d'interdiction des mouvements coïncident avec une période très pénible. Au même moment, les enseignants cubains retournent au bercail après 3 mois passés à Milan, en Italie. Ces éléments ainsi que d'autres sont traités et commentés par Maurice Sidibé. Des milliers d'éleveurs sont bloqués dans la région de Louga au Sénégal depuis l'apparition de la pandémie de coronavirus en mars. Ces derniers mois, les restrictions imposées au mouvement par les autorités soucieuses de limiter la propagation du Covid-19 coïncident avec la période la plus pénible de la saison sèche. De nombreux éleveurs se tournent en dernier ressort vers ce qu'on appelle range de Doli. Le Brésil est devenu le 2e pays du monde le plus endeuillé par la pandémie de Covid-19. Avec près de 42 000 décès, il dépasse le Royaume-Uni, mais reste derrière les États-Unis. À Manaus comme à São Paulo, les enterrements n'en finissent plus. Le président brésilien d'extrême droite, qui minimise la pandémie depuis le début et prône la reprise des activités économiques, a suscité un tollé jeudi soir en mettant en doute le manque de respirateurs et de lits en soins intensifs. Ces soignants cubains ont combattu le Covid-19 en Italie. Ils rentrent sous les honneurs après près de 3 mois passés à Milan. Le pays envoie des médecins à l'étranger depuis les années 1960. Le programme est payant pour les pays les plus riches.